Après un Superman 2 en demi-teinte qui peine à séduire le public autant que son prédécesseur, c'est avec un budget revu à la baisse que Richard Lester entame le tournage de Superman 3, malgré le mécontentement des fans désabusés par le second volet. Richard Pryor, un humoriste américain alors très en vogue auprès du grand public, est ajouté au casting du projet, ce qui évidemment achèvera d'influencer l'écriture du film déjà très orienté comique. A l'inverse, Margot Kidder, à la suite de ses protestations vis-à-vis du renvoi de Donner sur le second film, sera punie par la production et son rôle de Lois Lane littéralement balayé du film. Superman 3 sortira donc le 17 juin 1983 au cinéma, mais ne parviendra pas à dépasser les 60 millions de dollars au box-office international, soit 3 fois moins que le second opus et 5 fois moins que le premier, ce qui constituera un véritable échec pour la saga. Bien le bonjour les Inxios, et vous êtes sur Comics. Aujourd'hui on va parler de Superman 3, ça m'enchante pas du tout mais il faut le faire. Superman 3 donc sorti en 1983, réalisé par Richard Lester avec Christopher Reeves, avec Richard Pryor, et je tiens à souligner la participation de Richard Pryor parce que c'est presque le rôle principal finalement dans ce film. Le résumé, et ben on a Richard Pryor dans son propre rôle, hein, clairement. D'ailleurs j'ai oublié le nom du Gugus qu'il est censé incarner, mais on en a rien à foutre parce qu'il interprète Richard Pryor, qui cherche du boulot dans l'équivalent du pôle emploi américain et qui n'en trouve pas. On lui explique gentiment que il n'y a pas de boulot pour lui parce qu'il n'a pas suffisamment de skills, voilà, il n'a pas de diplôme, il n'a rien, le mec c'est un clampin. Donc démerde-toi, et le gars, je sais plus par quel moyen d'ailleurs, il va postuler pour un poste d'ingénieur informatique au sein d'une grande société. Voilà. On est en 1983, je doute que toutes les familles soient dotées d'un ordinateur chez elles, et le mec qui n'avait aucun skill dans rien du tout, qui avait aucun boulot, qui lui ouvrait ses portes tellement le mec il était naze et qu'il n'avait pas de diplôme ni rien, et ben il va se trouver un des talents pour l'informatique. Bon allez, on va passer là-dessus, pourquoi pas. Donc il va être recruté par une multinationale et il va, qu'est-ce qu'il va faire durant ses premiers mois de travail, d'entrée de jeu direct? Le mec il va essayer de pirater sa propre société et d'en détourner le compte en banque sur ses fiches de paye. C'est-à-dire que le mec il a 2 fiches de paye, ça ne choque personne. Et en fait, tous les mois, il se détourne du pognon qui appartient à la société en pensant que ça ne se verra pas. Bref, ça finit par se savoir quand même, faut pas déconner non plus. On est sur Superman 3, mais faut quand même pas déconner, faut pas partir trop loin dans les conneries. Je dis ça. Son patron s'en rend compte, et du coup, il décide de l'embaucher et de s'en servir, de se servir de son nouvel employé qui a autant de dons pour l'informatique, pour des plans beaucoup plus obscurs, voilà. Notamment pouvoir contrôler la météo grâce aux satellites et à l'informatique, enfin. On est encore dans, voilà, comme j'expliquais, l'informatique n'est pas à la portée de tout le monde à cette époque, donc du coup on est dans quelque chose de fantasmé, quoi. On s'imagine qu'on pourra faire des choses à l'avenir avec ce simple outil de travail. Voilà, on est dans une version complètement fantasmée de l'informatique, donc du coup, allez, pourquoi pas, on s'imagine des trucs. Pour l'instant, je cherche quand même beaucoup d'excuses, hein, vous l'aurez remarqué. Pendant ce temps-là, donc le patron en question de Richard Pryor, c'est un espèce de Lex Luthor sans licence, c'est-à-dire c'est le même personnage que Lex Luthor, quelqu'un qui a du pognon, qui est censé être un génie criminel, qui est entouré d'une bande de ploucs, de pecnos qui sabotent un à un tous ces putains de plans, sans que ça lui pose aucun problème, et enfin voilà, on est dans l'archétype du businessman méchant, voilà, façon Lex Luthor, mais c'est pas Lex Luthor parce que Gene Hackman n'apparaît pas dans ce film. Pendant ce temps-là, Clark Kent, il a le droit à des congés, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à Metropolis dans la ville de son enfance et il renoue des liens avec Lana Lang, qui depuis le temps est devenue mère de famille. Elle a divorcé, elle est toute seule. C'est marrant, hein, le parallèle entre l'évolution de Lana Lang, qui semble avoir une évolution normale, et son conscrit qui est Clark Kent, hein, ils sont censés avoir le même âge puisqu'ils sont grandis en même temps, ils étaient dans la même école. Clark Kent, lui, toujours plan mort, hein, c'est toujours le glandu, le bon collègue de travail qui ne se tapera jamais Lois Lane. Voilà. On en est toujours là, hein, au bout de 3 films, toujours pas d'évolution à ce niveau-là. Bref. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Il y a un souci le gars là? Tocard, moi. Bref,
Pendant ce temps-là, on revient sur Richard Pryor, qui a réussi à synthétiser, on ne sait pas trop comment, enfin si on nous l'explique, mais je préfère vous passer les détails. Il a réussi à synthétiser une kryptonite maison, le gars. Voilà, il a réussi à créer un matériau qui, à la base, est extraterrestre. Donc avec des trucs, avec des composants terrestres, il a réussi à créer, tu vois, je commence déjà à partir en javel parce que ça m'énerve de m'entendre dire des conneries pareilles. Avec des composants terrestres, notamment du goudron, le goudron que vous avez dans vos cigarettes, les mecs, hein, parce que c'est ça ce qui se passe dans le film. Il arrive à créer une kryptonite verte qui n'a pas les pouvoirs d'une kryptonite verte, à savoir affaiblir Superman et le rendre vulnérable. Elle a d'autres pouvoirs, mais elle reste verte. On ne comprend pas pourquoi il ne change pas le code couleur de la kryptonite, cette bande d'abrutis. Généralement, il est bien connu que c'est la kryptonite rouge qui a le pouvoir de faire de Superman un bad guy. Voilà, parce que c'est ce qui se passe dans le film. Cette kryptonite faite main par Richard Pryor, eh bien, elle rend Superman mauvais, méchant. Voilà. Enfin, méchant, entre guillemets. Hein. Retenez bien les guillemets. Donc combat intérieur entre le gentil Clark Kent et le mauvais Superman, victoire du gentil Clark Kent qui redevient le bon Superman et qui va botter le cul à l'armée de Plouk qui a élu domicile dans un repère ultra kitsch au fin fond du Grand Canyon. Voilà. Il y a 2 points positifs dans ce film, on va vite les énumérer, on va passer très vite à la longue liste de points négatifs. Le premier point positif, c'est cool de revoir Lana Lang, voilà. Elle a une évolution, le personnage est à peu près crédible. Lana Lang qui est interprétée par Annette O'Toole, celle qui jouait la maman de Clark dans Smallville, la série. Donc c'est cool de revoir Lana Lang, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est sympa de prendre de ses nouvelles, voilà, c'est un bon point. Et puis j'ai noté un autre point positif. Je l'ai noté quand même parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc il ne faut quand même pas trop non plus chier sur le film, même si c'est quand même le but de cette vidéo. Les super pouvoirs sont bien exploités. Voilà. Il y a le super souffle, il y a un peu tout, donc du coup les super pouvoirs sont bien exploités, ce qui n'est pas le cas de tous les films Superman. On l'a encore vu dernièrement. On va passer à la longue liste de points négatifs, hein, il va falloir que j'aille vite. Alors déjà pour commencer, je tiens à souligner un truc, je ne vais pas énumérer dans cette vidéo toutes les foutaises du film. Parce qu'il y en a des foutaises dans ce film, messieurs, dames. À part certaines quand même, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de contenu dans cette vidéo, sinon on va pas s'amuser. Alors déjà le générique d'intro, donc là vous oubliez l'introduction épique avec les noms des acteurs qui arrivent sur l'écran sur un fond spatial façon Star Wars, là avec la musique de John Williams derrière. Là vous oubliez, là vous remplacez le thème épique de John Williams par une espèce de musique comique et vous remplacez l'espace par les rues de Métropolis. Et en fait l'introduction du film, l'ouverture du film, c'est les passants de Métropolis, des pecnos, des tocards en fait, qui tombent dans des bouches d'égout, qui se prennent des poteaux dans la gueule parce qu'ils marchaient et qu'ils n'ont pas vu le poteau. Une nana en roller qui se casse la gueule parce qu'elle a dû se prendre les pieds dans la laisse d'un chien. Un mime qui roule sur des billes et qui tombe. Voilà. L'introduction de Superman 3, c'est ça. C'est une bande de tocards qui se cassent la gueule. On est sur du théâtre burlesque, je crois qu'on appelait ça comme ça. On est sur de l'humour années 20, années 30. On en est là, quoi. Voilà. Des gens qui tombent dans des bouches d'égout. Laurel et Hardy. Donc le film s'ouvre là-dessus. On est en 83 quand même. Très vite, on rencontre Richard Pryor qui, on va très vite le constater, va devenir le rôle principal du film, en fait. C'est-à-dire qu'il va éclipser Superman, il va lui voler la vedette. Si bien que ce film aurait pu s'appeler The Richard Pryor Show, hein, et non pas Superman 3. Bien évidemment, en français, il est doublé par le doubleur auquel on fait appel dès qu'il faut doubler un personnage noir comique, c'est-à-dire celui d'Eddie Murphy. Donc en fait, là, tu te retrouves avec le personnage principal de Superman 3, c'est l'âne de Shrek, en fait. Voilà. Niveau humour, niveau doublage, c'est l'âne de Shrek, le personnage principal de Superman 3, pour bien te rendre compte de ce qu'est le film, hein, finalement. Donc dès les premières minutes, le ton est donné. Le clampin un peu niais, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de skill, qui n'a rien, qui est propulsé, comme j'expliquais, ingénieur informatique, sans aucune formation, sans rien, sans CV, sans que dalle, qui essaye de détourner 85 000 $ à son patron sans que ça se voit. On se rend compte aussi très vite que dans le film, Lois Lane n'existe pas. Voilà, elle est complètement ignorée. Je crois qu'en fait, ils inventent l'excuse qu'elle est envoyée par Perry White en congé
forcé ou je sais pas où à l'autre bout du monde pour tourner un reportage ou je sais pas quelle connerie. Bref, on trouve une excuse pour dégager Lois Lane. En fait, pour la petite information, Margot Kidder s'est plainte. C'est plainte ou c'est plainte, bref on sait pas, on s'en fout, du renvoi de Richard Donner sur Superman 2, donc du coup vu que toutes ces scènes étaient déjà tournées pour Superman 2, on les a conservées, on avait besoin d'elle pour Superman 2 pour terminer le film. Par contre, pour Superman 3, la production, pour la punir finalement, a décidé de dégager Margot Kidder, voilà, sale impertinente. Le rôle qu'elle avait, le rôle de Lois Lane qui à la base est censé être le love interest dans un film Superman, hein, Lois Lane, quand même, c'est censé être la femme de sa vie à Clark Kent. Et ben voilà, elle est éclipsée, elle est remplacée par Lana Lang. Donc très vite, quand tu vois Lana Lang qui apparaît dans le film, tu comprends où on va, où on veut en venir, quoi. Voilà. Alors j'ai noté comme ça des scènes un peu au hasard. Hein, il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique dans tout ce que j'ai relevé là. On a une scène dans une usine de produits chimiques qui menace d'exploser. Oh mon dieu, comme c'est original. Superman est envoyé sur place. Il sauve Jimmy Olsen qui était en danger. Hein, Jimmy Olsen qui était en danger de mort imminente. Donc Superman arrive à le sauver. Lorsque Jimmy Olsen retourne au Daily Planet, il se fait engueuler par son patron Perry White. Voilà. Donc le mec s'est mis en danger littéralement pour avoir des putains de belles photos et son patron ne trouve rien de mieux à faire que l'engueuler. Donc on a une grosse erreur de caractérisation sur la personne de Perry White. Toujours dans cette scène à la con, l'usine chimique qui explose là, putain mais c'est tellement cliché de dire un truc comme ça. T'as une scène qui m'a fait hurler de rire quoi. T'as les pompiers qui sont là en position en train d'essayer d'éteindre le feu, je sais pas trop ce qu'ils foutent d'ailleurs. Et t'as Superman qui atterrit derrière le chef pompier. Donc le chef pompier ne l'a pas encore vu, il l'a pas encore en visuel. Superman qui lui demande « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» Le chef pompier ne s'est toujours pas retourné, il a toujours pas vu que c'était Superman. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à dire? Il dit à son collègue « Eh mec, donne un casque à cet homme, il va nous aider. » Et après il se retourne « Ah, c'est vous Superman !» Le chef des pompiers vient de demander à son collègue de donner un casque à un civil, parce qu'il n'avait pas encore en visuel que c'était Superman, il ne savait pas que c'était Superman, pour les aider à aller éteindre le feu. Lorsque Clark est à Smallville, donc voilà, il fait copain-copain avec Lana Lang dans un premier temps, Lana Lang qui a un enfant, donc ils vont au bowling, voilà. Et donc le gosse, ben, il n'arrive pas à soulever la boule de bowling qui est beaucoup trop lourde, donc à chaque fois il balance et son tir finit dans la rigole sur le côté. Donc le petit il a pas confiance en lui, c'est de la merde ce que je fais, nanani. Et donc pour lui filer un petit coup de pouce, Clark, il va souffler sur la boule envoyée par le gamin, afin de faire un strike, quoi, tu vois, afin de la propulser dans les quilles. Sauf que le super souffle est tellement violent que la boule explose littéralement le fond de la salle de bowling. Ça pète, bam. Et le gamin, c'est le gamin qui est censé avoir jeté la boule. Ça ne choque personne. Ça ne choque pas la mère, Lana Lang, qui est là. Ah, c'est bien, mon fils. T'es pas en train de te dire que ton fils, c'est un putain d'alien, là? Non? Ou qu'il y a un truc qui va pas, non? Lana Lang, toujours le petit trio, là, familial, pseudo-familial, décide d'aller pique-niquer sous un ciel orageux, d'ailleurs, ça me fait rire. Enfin, bref. Ils vont pique-niquer, et pendant cette scène, t'as Clark qui se retrouve à bouffer la pâtée du chien. Et apparemment il aime ça, ok, pourquoi pas, et on passe. Retour sur Richard Pryor qui pour infiltrer une société de nuit, il sonne à la porte du bâtiment, il y a le vigile qui vient l'ouvrir, qui lui dit entre autres il a rien à foutre là, et il achète le vigile avec des canettes de bière. Et scène d'après, les deux sont en train de se bourrer la gueule, le vigile tombe raide mort, comme a été dit, et du coup Richard Pryor a accès au bâtiment qu'il souhaitait infiltrer. T'as l'impression que t'es dans un dessin animé genre Inspector Gadget, quoi. Lana Lang qui appelle Clark Kent en lui demandant si son ami Superman pouvait venir à la fête d'anniversaire de son fils. C'est Ronald McDonald. Superman répond bien évidemment. Enfin, Clark Kent lui dit qu'il n'y a pas de problème, que Superman viendra à la fête de son fils. Donc Superman rapplique à la fête d'anniversaire du gamin. Pas autre chose à foutre le gars, non? C'est Superman quoi, là-bas c'est censé être le protecteur de la planète quoi.
Bon, Ronald McDonald, ok, ça me va. Comme j'expliquais, Richard Pryor a réussi à synthétiser une kryptonite maison qui a le pouvoir de modifier la personnalité de Superman et d'en faire un être méchant. Superman devient méchant. Je vous avais dit de garder les guillemets entre au début et à la fin du terme méchant. Qu'est-ce qu'il fait Superman quand il est méchant? Il va redresser la tour de Pise. Il va de mémoire souffler sur la flamme olympique. Oh, c'est rigolo. Puis il est content de lui, hein. Il souffle sur la flamme olympique, puis il se casse en rigolant, quoi. Denis la Malice. Tu vois les références que je donne, hein. Denis la Malice, Inspecteur Gadget. Donc t'imagines un peu le ton quand même qui est donné à ce film. Hein. Si pour que des dessins animés me viennent en tête quand je parle de Superman 3, c'est qu'on est dans la foutaise pure et dure, du début à la fin. Je sais pas de Superman 4 et de Superman 3, lequel est le plus craignos. Franchement, lequel est le plus à chier. La concurrence est rude entre les deux. Il va également baiser une pouffe à gros seins, voilà, c'est bien connu. Hein. Putain, ils ont sali le personnage, mais ils ont sali le personnage, quoi. Hop, le film avance, il se passe plein de choses que j'ai pas retenues parce que je vous avoue que la seule et unique fois que j'ai regardé ce film, c'est-à-dire il y a un an, je faisais autre chose en fait, je regardais le truc, t'es dedans sur la première partie du film, pendant 1 heure t'essayes d'être dedans, t'essayes d'être professionnel, tu sais que t'as une review à tourner derrière, sur la deuxième partie du film, ouais, tu fais des choses, tu fais autre chose quoi, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc Lana Lang, en 2 coups de cuillère à peau, elle se retrouve propulsée à Metropolis. Elle a décidé comme ça, sur un coup de tête, de délaisser sa vie à Smallville et de partir pour la grande ville. Donc elle va habiter à Metropolis. 2 coups de cuillère à peau, elle a trouvé un loyer. Et du coup, non seulement elle se retrouve à Metropolis en 2-2, mais en plus de ça, elle bosse pour le Daily Planet. Ah, comme de par hasard! Comme de par hasard, elle va postuler au Daily Planet. Et bien évidemment, le Daily Planet, il l'embauche. Ça recrute plus que la boucherie, ce truc. Hein. Moi, je suis boucher, je veux dire, dans mon métier. Je vais quasiment à n'importe quel coin de rue, j'ai du boulot. Mais alors là, le Daily Planet, t'y vas, t'as pas de CV. L'autre, elle a jamais tenu un appareil photo de sa vie. Lana Lang, elle est pas réputée. On nous dit rien dans le film. Il n'y a rien qui nous laisse croire dans le film que la meuf elle a des talents cachés pour la photo ou pour la rédaction, je sais pas. La meuf elle se retrouve propulsée au Daily Planet, on l'embauche, on regarde même pas si elle a déjà des formations, si elle a un CV, si elle a des études dans le domaine, rien à foutre. Juste histoire de dire, regardez Lana Lang, elle remplace vraiment Lois Lane et du coup ça va être une concurrente Mais déjà ça sert à rien parce que dans la suite, dans Superman 4, cette rivalité entre Lana Lang et Lois Lane elle n'existe même pas. Alors là, ils ont introduit un truc qui n'a pas été repris après. Voilà, donc nul. Il y a un combat dans une espèce de décharge là entre le bon Superman et le mauvais Superman, hein, voilà, pour symboliser le fait que il y a un combat intérieur hein, en fait, hein, puisque Clark essaye de reprendre le dessus. Tu vois, c'est un peu comment il s'appelle, Hulk et Banner, tu vois. Hein. Sauf que là, c'est un vrai combat, ils se mettent des beugnes et tout, tu vois. Alors qu'à la base, c'est une seule et même personne. Ils se sont dupliqués, ils se foutent sur la gueule. C'est comme si Hulk et Banner se foutaient sur la gueule, en fait. Bon. J'imagine que le combat irait très vite, d'ailleurs, mais voilà. Ça n'a aucun putain de sens. C'est un combat intérieur, c'est une seule et même personne. Tu vois, je veux dire, tu te fous pas des baffes. Combat dans une décharge, hein, comme ça, il n'y aura pas de blessés. Tu vois, c'est du Marvel avant l'heure. À la fin, les méchants, là, l'équipe de Branck, là, comme j'expliquais, ils ont une espèce de base, la base secrète typique des méchants, façon chapeau melon et bottes de cuir, façon Inspecteur Gadget, planqué au fond du Grand Canyon. Et lorsque Superman arrive, ils avaient prévu que Superman arriverait de toute manière pour leur péter la gueule. Donc qu'est-ce qu'ils font pour essayer de le stopper? Ils lui balancent des missiles. Ça fait 10 ans que Superman officie dans votre putain de monde et vous n'avez toujours pas compris que des missiles ça l'arrêterait pas. Vous regardez, et le mec est censé être un génie du crime. Hein. Le mec est censé être super intelligent, il tire des missiles sur Superman. Ouais, puis il se passe plein de saloperies que j'ai pas relevé. J'ai quand même relevé quelque chose, tiens, qui est super important d'ailleurs pour tout ce qui concerne la saga Superman, c'est qu'on s'est tapé 3 films de 2 heures pour nous dire que au final. Lois Lane et Clark Kent, au bout de 3 films, c'est toujours des bons collègues de travail, des bons potes, des copains. Soirée pizza, mais ça s'arrête là.
soirée pizza au boulot, pendant les heures sup. Ça s'arrête là, ça ira pas plus loin. En 3 films, on n'a toujours pas un développement sérieux concernant les personnages de Lois Lane et Clark Kent dans des films Superman. Moi, ça me fatigue ces conneries. Franchement, ça me fatigue. Superman 3, pour résumer, c'est une chiasse. J'ai pas tout dit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, mais ça sert à rien de tirer sur l'ambulance. Superman 3, c'est une chiasse sans nom. C'est un film qui tire à boulet rouge sur le personnage qui est mon personnage préféré de l'univers d'ici. Sans vergogne, on chie sur le personnage de Superman, on n'en a plus rien à foutre. C'est devenu Ronald McDonald, c'est devenu un clown qui est juste là pour servir d'excuse pour faire apparaître un comique américain dans un film à grand public. Voilà, on en est là. Superman, il sert qu'à ça. Voilà. Donc Superman 3, j'ai mis la note de 3 sur 20. Voilà, c'est bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à pas chier sur mon personnage comme tu l'as fait. Superman qui bouffe, Clark Kent qui bouffe de la nourriture pour chien et qui trouve ça bon. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas de respect, les mecs, pour le matériau de base, pour les personnages dont vous avez les droits, arrêtez tout. Stop, ne faites plus rien. Ne faites plus rien. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les fans de Superman, pour mériter ça? Puis t'as l'impression qu'ils prennent plaisir à chier sur le personnage, hein, parce qu'il y a eu le 4 après. Hein. Ah tiens, on l'a pas assez défoncé. Déjà, Superman 2 était déjà quand même bien dégueulasse. Hein. Je lui avais mis 7,5 sur 20. Hein, et je m'y tiens toujours à mes 7,5 sur 20. Il les mérite amplement. C'est de la merde, donc il les... Mais Superman 2, il avait un peu le cul entre deux chaises parce que tu avais la partie Richard Donner et la partie Richard Lester. Donc du coup, c'est pour ça qu'il se rapproche de la moyenne, tu vois. Il avait le cul entre deux chaises. C'était un film qui était un tant soit peu sérieux, avec beaucoup d'humour. Mais là, on est clairement sur une comédie familiale. On est clairement sur du burlesque. On n'est pas sur un film de super-héros. Donc, je chie sur ce truc. Superman 3, c'est probablement le pire film de super-héros de l'histoire. Et ça, je le dis, mais sans problème. Il faudrait juste que je revoie Superman 4 pour être sûr. Mais je pense qu'il est pire que Superman 4, franchement. Franchement, les mecs, je pense qu'il est pire que Superman 4, Superman 3. Richard Pryor fait du ski sur la façade d'un immeuble. Il part depuis le toit, c'est un immeuble. Je veux dire, on n'est pas à Neuilly-sur-Plougnac, les mecs. Hein. On est à Metropolis, qui est censé être la New York de d'ici. Donc t'imagines la taille des bâtiments. Et le mec, il s'élance du toit du l'Empire State Building, il fait du ski sur la façade de l'immeuble et il retombe, pump it up, dans la rue, au milieu de tout le monde, finalement, qui s'en fout. Tout le monde s'en fout dans ce film. Je vais faire une pause sur les Superman, parce que dans l'ordre de parution des films d'ici, le prochain sur la liste, ce n'est pas Superman 4, c'est Supergirl.